étudiante de l'Université du Nouveau-Mexique disparaît. La police devra réunir plusieurs indices si elle veut trouver les coupables avant qu'il ne soit trop tard. En Virginie, un meurtrier utilise une autoroute comme dépotoir pour y laisser ses victimes. On trouve le corps d'une femme. Les enquêteurs disposent de peu de temps et d'indices pour capturer le meurtrier avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les criminels tentent le plus souvent de cacher leurs actes, mais des enquêteurs perspicaces peuvent reconstituer le meurtre à partir des indices les moins évidents. Certains meurtriers entraînent leurs victimes vers la mort en gagnant leur confiance. Mais grâce à la criminalistique, on peut faire la lumière sur les actes de ces prédateurs qui ont trahi la confiance aveugle de leurs victimes. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La ville de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, est située en bordure du Rio Grande, juste au nord du Mexique. La ville est au cœur du désert. C'est l'endroit idéal pour y cacher un crime. En janvier 1998, les répartiteurs du service d'urgence reçurent un appel suite à la disparition de l'étudiante Carly Martinez. La jeune femme de 18 ans commençait son deuxième semestre. Quand la police du campus arriva à la résidence universitaire, ses parents et sa colocataire l'y attendaient. Ils déclarèrent que Carly ne les laissait jamais ainsi sans nouvelles. Son père ajouta qu'il n'avait pas vu Carly depuis la veille. Sa femme et lui avaient amené les deux jeunes femmes au restaurant, puis les avaient laissées à leur résidence vers 18h30. Personne n'avait vu Carly depuis. La police de l'université ouvrit alors une enquête pour personnes disparues. Les parents de Carly et sa colocataire la décrivirent aux enquêteurs et leur remirent une photo d'elle. C'était une très jolie jeune femme aux cheveux longs foncés et aux yeux noirs. Elle mesurait 1,65 m et portait un jean et une veste brune avant de disparaître. Résolue à retrouver Carly, sa famille posa des affiches partout sur le campus dans l'espoir que quelqu'un la reconnaîtrait et appellerait la police. On entama d'importantes recherches. Des policiers et des volontaires à cheval ratissèrent le désert entourant le campus. On fit renifler les vêtements de la jeune femme à des chiens pour qu'ils retrouvent sa trace. Les enquêteurs étaient conscients qu'ils ne devaient pas perdre une minute. Si Carly était perdue ou qu'elle errait seule dans le désert, elle ne survivrait pas très longtemps. 4 jours passèrent avant que les policiers ne tombent sur leur première piste. Samuel Sanchez, un étudiant qui connaissait Carly, appela la police en voyant la photo de la jeune femme sur une affiche. Il déclara que Carly se trouvait avec Jesse Avalos, qui travaillait avec lui dans une librairie située à l'extérieur du campus. Sanchez ajouta qu'il les avait vus ensemble à un centre de patinage à roulettes le soir de sa disparition. Jesse et Carly patinaient ensemble main dans la main. Selon Sanchez, peu de temps après, Jason Desnoyers, un ami de Jesse, s'était joint au couple. Le trio semblait bien s'amuser. Les policiers de l'université firent appel au service de police de Las Cruces. David Cortez fut assigné à cette enquête. Sanchez a déclaré qu'ils ont fermé assez tôt le centre de patinage le soir du 14 et qu'il les a vus partir tous les trois ensemble.
Les agents du campus furent les premiers à parler à Jesse Avalos. Ils espéraient qu'il pourrait leur fournir des réponses. Avalos déclara que Carly et lui s'étaient donné rendez-vous ce soir-là et qu'à un moment donné, son ami Jason Desnoyers les avait rejoints. Après le patin, ils étaient allés prendre quelques bières dans un bar. Il déclara à la police que Carly avait ensuite demandé qu'on la laisse à une station-service près du campus où il y avait un téléphone public. Il ajouta qu'il ne l'avait plus revue par la suite. Le détective Cortez trouva cette déposition peu vraisemblable. Il demanda alors à Avalos de lui expliquer pourquoi Carly avait voulu utiliser ce téléphone plutôt que celui de sa résidence. Le détective désirait maintenant parler à Jason Desnoyers, l'ami de Jesse, en espérant que celui-ci lui fournirait plus d'informations. La déposition de Jason commençait de la même manière. Jesse Avalos et Carly s'étaient donné rendez-vous au centre de patinage et c'est là qu'il les avait rencontrés. Mais le reste de l'histoire était différent. Selon lui, il n'avait pas laissé Carly à une station-service, mais l'avait plutôt raccompagnée au campus. Le détective Cortez avait de plus en plus de soupçons à l'égard des deux jeunes hommes. À l'évidence, l'un d'eux mentait. Ces deux déclarations contradictoires nous indiquaient qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Le détective Cortez demanda la permission à Jason Desnoyers de fouiller sa camionnette. On remarqua alors des éraflures sur la carrosserie, du côté du conducteur comme du côté du passager. Ces éraflures se prolongeaient tout le long de la camionnette. Mis à part cela, il n'y avait pas une seule tache. On a remarqué que l'intérieur de la camionnette était très propre, comme si on venait de la nettoyer. On recueillit de nombreuses fibres sur la moquette et les sièges. À l'aide de luminol, on vérifia s'il y avait du sang ou d'autres fluides corporels. S'il y en avait, il reluirait sous un éclairage conçu expressément pour cet examen. En pratiquant l'analyse au luminol, on a découvert des taches sur la banquette. Cela, de même que les éraflures, a éveillé nos soupçons. C'était autant d'indices qui laissaient présumer que la situation était anormale. En examinant la banquette de plus près, les experts trouvèrent une grosse tache brun-rouge. On découpa une portion du siège pour l'envoyer au labo et la faire analyser. Au laboratoire judiciaire du Nouveau-Mexique, l'expert Mark Salvo vérifia d'abord s'il s'agissait de sang humain. Ils avaient prélevé le coussin de mousse de la banquette. On pouvait clairement y voir des taches. J'ai pratiqué un examen pour voir s'il y avait du sang sur le tissu et j'ai obtenu des résultats positifs, comme sur le coussin de mousse d'ailleurs. Il y avait du sang sur ces indices. On détermina que le sang était d'origine humaine. Malheureusement, le nettoyage récent du siège avait détruit toute trace d'ADN. Pendant que les policiers recueillaient des indices, les recherches pour trouver la jeune femme se poursuivaient. On signala la disparition de Carly dans tous les États du Sud-Ouest. Les autorités espéraient que la couverture médiatique inciterait des gens à fournir de l'information. Voici le détective Cortez. Au cours des jours suivants, on a reçu des centaines de pistes. On les a transmises à l'escouade spéciale pour qu'on en tire le meilleur parti. Les enquêteurs s'entretinrent alors avec l'un de leurs informateurs. Celui-ci s'était fait arrêter peu de temps auparavant. C'était le voisin de Jesse Avalos. Il disait disposer d'informations sur le blouson que ce dernier portait le soir de la disparition de Carly.
L'homme déclara que Jason Desnoyers l'avait approché quelques jours après la disparition de Carly pour lui demander un service. L'homme nous a dit qu'il avait pris le blouson que lui tendait Jason pour le cacher dans un tapis roulé à l'extérieur de l'appartement. Les policiers fouillèrent derrière l'immeuble où, selon le témoin, se trouvait le blouson. On trouva un tapis roulé comme l'homme l'avait déclaré. À l'intérieur se trouvait un blouson de style militaire. Il semblait taché de sang. On le plaça dans un sac qu'on envoya au labo pour analyse. Après avoir obtenu un mandat, les policiers fouillèrent l'appartement de Jesse Avalos. Les techniciens judiciaires examinèrent les pièces une à une. Dans la salle de bain, ils remarquèrent des taches rouges, vraisemblablement du sang. On recueillit le rideau de douche pour analyse. Dans le lit de Jesse, les enquêteurs trouvèrent un long cheveu noir. Certains vêtements d'Avalos furent recueillis et envoyés au labo. Si les taches observées sur le blouson et le rideau de douche étaient bel et bien du sang, il faudrait les comparer au sang de Carly. Le détective Cortez demanda à la famille de la jeune femme de lui donner des effets personnels de Carly, à partir desquels on pourrait obtenir un échantillon d'ADN. Les enquêteurs poursuivaient leur travail. Ils savaient que moins vite ils progressaient, plus les chances de retrouver la jeune femme en vie étaient minces. Ils espéraient que les indices les mèneraient à l'étudiante. Depuis 5 jours, les enquêteurs du Nouveau-Mexique étaient à la recherche de Carly Martinez, une étudiante de l'université qui avait disparu. Jusque-là, les recherches n'avaient rien donné. Les 2 hommes qui avaient été vus avec la jeune femme pour la dernière fois disaient qu'ils étaient allés patiner avec elle et qu'ils avaient ensuite pris quelques bières avant de la déposer. Les enquêteurs ne les croyaient pas. Les taches de sang dans la camionnette de l'un d'eux et sur le rideau de douche dans l'appartement de l'autre suspect étaient pour le moins louches. La police obtint un mandat l'autorisant à recueillir l'ADN de Jason Desnoyers et de Jesse Avalos. Desnoyers se présenta accompagné de son avocat. Une technicienne préleva quelques cheveux, du sang et de la salive. Le détective David Cortez supervisa la procédure. Il tenta de voir si quelques blessures sur le corps de Desnoyers ne seraient pas le signe qu'il s'était battu. J'ai remarqué à ce moment-là une grosse coupure sur sa main droite et qui était en train de se cicatriser. Elle était recouverte d'une croûte, mais on pouvait voir qu'elle était récente. L'avocat de Desnoyers empêcha la police de photographier la blessure. On soumit Avalos à la même procédure. Tous les échantillons recueillis furent envoyés au laboratoire de l'État pour être comparés aux taches de sang du blouson et du rideau de douche. C'est l'expert Mark Salvo qui pratiqua ces analyses. D'abord, Salvo préleva l'ADN des effets personnels de Carly en vue de le comparer à celui qu'il obtiendrait à partir du blouson. Ensuite, il appliqua une solution chimique à la tache sur le blouson de Desnoyers. Il semble y avoir une décoloration à cet endroit. Je vais tenter de déterminer s'il s'agit de sang. J'applique une solution incolore qui va virer au rose foncé si c'est du sang. Il y avait bien du sang humain sur le blouson. Salvo préleva ensuite un échantillon sur le rideau de douche trouvé dans l'appartement de Jesse. Avec la même méthode, il constata que les taches sur les 2 côtés du rideau étaient du sang. Il conserva précieusement ces indices.
Puis, Salvo compara le sang trouvé sur le blouson à celui du rideau de douche et il fut étonné des résultats. Le sang sur ses effets provenait de 3 personnes différentes. Il découvrit que les codes d'ADN correspondaient non seulement au sang de chacun des 2 suspects, mais également à celui de la victime. Il est très inhabituel de pouvoir relier 3 personnes à un seul indice. Ainsi, je pouvais démontrer que ces 3 individus étaient blessés. Ils avaient saigné sur ces objets et laissé des cellules d'ADN. La police ignorait si Carly était toujours vivante. On croyait que les seules personnes qui pourraient répondre à cette question étaient les 2 suspects. Comme Jason Desnoyers avait été coopératif depuis le début, le détective Cortez espérait qu'il passerait aux aveux. Quand on a essayé de contacter Jason Desnoyers, son avocat et sa famille m'ont dit qu'ils ignoraient où il était. On s'est donc tourné vers Jesse Avalos. Cortez espérait, lui, que son complice ayant pris la clé des champs, ce serait Avalos qui en viendrait à parler. Pour ne pas dévoiler son jeu, le détective demeura très neutre et lui demanda simplement son aide. On lui a expliqué qu'on voulait lui parler de Carly et qu'on espérait qu'il pourrait nous donner des informations. Une des choses qu'on a dites à Jesse, c'était à quel point les parents de Carly étaient inquiets de ne pas savoir où elle était. La tactique sembla porter fruit. Jesse nous a alors soudainement dit « Allez, emmenez-moi en voiture, je veux vous montrer quelque chose. » Le secteur autour de Las Cruces est désert. Il serait très facile d'y cacher quelque chose ou quelqu'un. Jesse Avalos conduisit le détective Cortez à un endroit isolé dans le désert. Il lui montra alors où Desnoyers avait brûlé des objets incriminants. Ce que Cortez trouva dans les cendres lui donna la chair de poule. Il y avait là des restes de vêtements et d'accessoires, des fermetures éclairs en métal, des rivets, des lunettes, un tube de rouge à lèvres et un poudrier. L'un de ces objets en particulier était révélateur. La chose qui a capté le plus notre attention, c'était les clés qui avaient résisté aux flammes. Ces clés étaient celles de la résidence et de la chambre de Carly. Jesse déclara au détective Cortez que Jason avait tué Carly et brûlé ses effets personnels pour éliminer ses indices compromettants. C'était la première déposition de Jesse où l'on apprenait clairement que Jason avait tué Carly. Jesse voulut reprendre pour les policiers les faits et gestes de Jason la nuit de la mort de Carly, mais il faisait trop noir pour qu'il puisse repérer l'endroit où se trouvait le corps de la jeune femme. Malgré tout, le détective Cortez savait que l'affaire serait bientôt résolue. Au moins, Jesse nous avait parlé et l'on avait un endroit où l'on pouvait effectuer des recherches. Auparavant, les détectives devraient toutefois accomplir une tâche très difficile. Ils appelèrent les parents de Carly pour leur demander d'identifier les objets trouvés sur le site. Monsieur et Madame Martinez reconnurent les clés et les boucles d'oreilles de leur fille. Peu de temps après, le détective Cortez reçut un appel important. Tôt le matin du 17 mars, j'ai reçu un appel m'informant que Jason Desnoyers avait été arrêté tout près de San Diego, en Californie. Un policier l'avait reconnu après avoir vu sa photo judiciaire sur une affiche. Ce coup de chance nous a permis d'arrêter Jason.
Jason Desnoyers fut reconduit à Las Cruces et arrêté formellement pour le meurtre de Carly Martinez. Une fois Jason en détention provisoire, les policiers arrêtèrent Jesse Avalos pour avoir détruit des indices. Les enquêteurs n'étaient pas sans savoir que sans le corps de la victime, il leur serait difficile, voire impossible de les faire juger pour meurtre. Il était très important de retrouver le corps. Pour la famille, bien sûr, mais aussi, et c'était très important pour nous, pour la poursuite en justice des deux suspects. Les policiers entamèrent d'importantes recherches autour de l'endroit où l'on avait brûlé les effets de la victime. Des centaines de personnes tentèrent de trouver la dépouille. Avec cet immense désert, les autorités étaient certaines que les recherches dureraient plusieurs semaines. Pendant tout ce temps, le détective Cortez tenta de monter les suspects l'un contre l'autre, convaincu que ce n'était qu'une question de temps avant que l'un d'eux passe aux aveux. On a annoncé à Jesse qu'on avait retrouvé Jason et ajouté que celui-ci rejetait tout le blâme sur lui. Jesse nous a alors dit « Je vais vous dire où se trouve la fille. Je vais vous montrer où est son corps. » On a répondu « D'accord, Jesse, c'est ta seule chance. » Jesse Avalos emmena de nouveau les détectives à divers endroits où il croyait que le corps était caché. Mais malgré l'aide des policiers de l'université, d'agents de la patrouille frontalière et de chiens, on ne trouva rien. Le détective Cortez mit alors un autre plan au point. En sortant, on s'est assuré que Jesse verrait Jason et se rendrait compte que ce n'était pas un coup monté. Après avoir vu Jesse Avalos aider la police, Jason Desnoyers commença à accuser son ami du meurtre. Il déclara qu'il montrerait à la police où Avalos avait enterré le corps. Jason conduisit les détectives à divers endroits à son tour, mais ne trouva pas le corps de Carly. Déçus, les policiers poursuivirent les recherches seuls. Finalement, l'équipe fit la découverte macabre non loin de l'endroit où l'on avait brûlé les effets de la victime. On a entendu à la radio qu'un des volontaires, accompagné d'un de nos hommes à cheval, avait trouvé ce qu'il croyait être un cadavre. Cortez et son équipe d'enquêteurs se rendirent rapidement sur les lieux. On put confirmer qu'il s'agissait bien du corps d'une jeune femme. Après 67 jours d'enquête, la police avait enfin retrouvé l'étudiante disparue. Quand nous sommes arrivés, nous savions que c'était Carly. Nous l'avions enfin retrouvée. Le corps avait été soumis aux éléments pendant plus de 2 mois et il était dans un état de décomposition avancé. On le recueillit en vue de l'autopsier. La police croyait que les indices recueillis lors de cet examen révéleraient non seulement comment elle était morte, mais garantiraient la condamnation de ses meurtriers. La police de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, avait arrêté Jason Desnoyers et Jesse Avalos suite à la disparition et au meurtre de Carly Martinez, une étudiante de première année à l'université. L'enquête avait été close plus de 2 mois plus tard, quand la police avait découvert le corps de Carly dans le désert. On transporta le corps au bureau du coroner pour autopsie. L'objectif premier du médecin légiste Patricia McFeely était d'identifier formellement le corps. Les radiographies dentaires permirent de confirmer sans mal que la victime était bien Carly Martinez.
Lors de l'examen préliminaire, elle constata que la victime avait été violée et poignardée à 27 reprises. On demanda à Vince Stephen, un anthropologue spécialiste dans l'étude des squelettes, d'examiner les blessures afin qu'il détermine la nature des armes utilisées. Au moment de cette enquête, la victime était restée dans le désert pendant quelques mois. Son corps était donc dans un état de décomposition avancé. L'examen des blessures sur la peau ne nous permettait pas de déterminer ce qui s'était passé. McFeely et Stephen firent radiographier les blessures. Ils découvrirent alors un fragment de métal qui s'était logé dans le crâne. C'était le bout d'un couteau. Ils trouvèrent ensuite qu'une autre arme avait été utilisée. Certaines blessures avaient été infligées avec un autre objet. On pouvait facilement voir qu'elles n'avaient pas été faites avec un couteau. L'instrument en question était vraisemblablement une pince à long bec. Ces deux armes pouvaient indiquer qu'il y avait eu deux assaillants. Et n'importe laquelle de ces blessures pouvait avoir entraîné la mort de Carly. Suite à ces analyses et aux autres indices, les policiers ont pu reconstituer les événements. Ce soir-là, après le patin à roulettes, Desnoyers et Avalos ont emmené Carly dans le désert pour boire. Ils l'ont ensuite violée. On croit que lorsqu'ils ont fait asseoir Carly entre eux, ils avaient le contrôle sur elle. Ils savaient qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient d'elle, c'est-à-dire qu'ils la violeraient. Et après cela, ils n'ont pas pu la laisser aller. Ils l'ont tuée et ont abandonné son corps dans un endroit isolé en espérant que personne ne le trouverait jamais. Ce n'était pas la conclusion que le détective Cortez avait espérée à son enquête. Cette jeune étudiante de 18 ans commençait à peine sa vie d'adulte. C'était la première fois qu'elle était loin de chez elle. Ce meurtre gratuit aurait pu arriver à l'enfant de quiconque. Jesse Avalos a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Jason Desnoyers a également été jugé coupable et il purge actuellement une peine de prison à vie. Certains meurtriers s'attaquent à des victimes qu'ils connaissent. Ils gagnent peu à peu leur confiance, ce qui rend leur tâche encore plus facile. D'autres profitent de la vulnérabilité de personnes en difficulté. Les autoroutes de la Virginie offrent des vues panoramiques sur la campagne. Mais le matin du 23 janvier, dans un secteur isolé, on fit une découverte macabre. 911, where's your emergency? Peu de temps avant l'aube, les opératrices du service d'urgence de Washington County reçurent un appel. Il y avait un cadavre près de l'autoroute 81. L'agent dépêché sur les lieux trouva le corps d'une femme à demi nue sur la route. L'équipe d'enquêteurs de scène de crime de Washington County examina les lieux. Les techniciens photographièrent la scène et l'examinèrent méthodiquement pour déceler des indices. Il était impossible pour les enquêteurs d'identifier la victime sur les lieux. Il n'y avait aucun sac à main ni carte d'identité. On trouva toutefois un sac d'épicerie en plastique. Celui-ci avait été partiellement enroulé autour de la tête de la victime. On trouva d'autres indices non loin de là, dont une paire de pantalons que l'on croyait appartenir à la victime. Dans une des poches, on trouva un bout de papier sur lequel étaient notés 2 numéros de téléphone d'un autre État. Les enquêteurs trouvèrent un autre indice important. Des traces de pneus mêlées de sang.
Le détective Kenneth Wilson enquêta sur cette affaire. Il y avait des traces de pneus très nettes qui partaient près du corps de la femme et qui menaient jusqu'à la bretelle de l'autoroute 81, direction nord. Il était évident qu'une voiture avait roulé sur les jambes de cette femme. Les techniciens judiciaires photographièrent ces traces de pneus. Elles avaient été laissées là par un véhicule de dimension imposante. Le détective Ross Sheets travaillait également sur cette enquête. Les traces sur la chaussée qui avaient été causées après que le véhicule eût roulé sur la jambe droite de la victime semblaient avoir été faites par une semi-remorque. On était arrivé à cette conclusion après avoir évalué la taille des pneus à partir des traces de tours complets des roues. Les détectives s'arrêtèrent à toutes les maisons de ce secteur rural afin de trouver quelqu'un qui aurait vu ou entendu quelque chose d'anormal. Un homme déclara se rappeler avoir entendu un camion vers 3 heures du matin. Il ajouta qu'il avait entendu le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes, puis qu'il avait fait demi-tour pour reprendre l'autoroute. L'homme, qui était mécanicien, avait déjà réparé des semi-remorques. Il n'avait pas vu le véhicule, mais il était sûr qu'il était équipé d'un moteur Peterbilt. Au bureau du coroner de Washington County, on autopsia le corps de la victime à laquelle on accola le nom officiel de Jane Doe. Le médecin légiste détermina que la victime avait entre 40 et 50 ans. Il y avait des marques sur son cou qui indiquaient qu'elle avait été étranglée. Des radios révélèrent qu'elle avait eu le cou cassé. Le médecin légiste était d'avis qu'elle avait été victime de viol, mais il ne trouva aucune trace d'ADN. À en juger par la présence d'insectes sur le corps et le degré de décomposition, il conclut que la victime était morte depuis environ 12 heures quand on l'avait abandonnée sur la route. Des experts judiciaires prélevèrent les empreintes des doigts et des paumes de main de la victime en vue de l'identifier. On introduisit ces empreintes dans plusieurs bases de données nationales. On en trouva une identique à Bloomington, en Indiana. La victime fut identifiée formellement sous le nom de Wanda Jean Turner, âgée de 45 ans. Les policiers apprirent que les empreintes de cette femme se trouvaient dans la base de données suite à une arrestation pour violation de propriété. Les autorités devaient maintenant trouver la famille de Wanda et l'aviser de son décès. Ils en profiteraient pour obtenir des informations sur son passé qui serviraient peut-être à résoudre l'enquête sur son homicide. On a appris qu'elle allait souvent dans les relais routiers. Elle voyageait un peu partout au pays en accompagnant les chauffeurs de camions. Mais les membres de la famille de la victime ne fournirent guère d'autres indices à la police. Ils ne l'avaient pas vue ni eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Les enquêteurs devraient tenter de reconstituer les derniers jours de sa vie sans autre renseignement de leur part. Ils s'arrêtèrent au numéro de téléphone trouvé sur un bout de papier dans une des poches du jean. L'un d'eux était celui d'une société de taxi à Gainesville, en Floride. Les enquêteurs contactèrent les autorités de cette ville et leur demandèrent leur aide. Peut-être quelqu'un de la société de taxi se souviendrait-il de Wanda. La police de Gainesville montra des photos de Wanda au chauffeur de taxi. L'un d'eux l'a reconnue. Il l'avait conduite à la gare routière vers 11 h le 22 janvier. Il se rappelait qu'elle n'avait avec elle qu'un sac d'épicerie en plastique. Wanda ne lui avait toutefois pas dit où elle allait. On a alors perdu sa trace, mais on savait que le dernier endroit où on l'avait vue en vie, c'était dans cette gare de Gainesville où elle était montée à bord d'un autocar. Le détective Sheets croyait que le corps de la victime avait été abandonné en Virginie environ 16 heures plus tard. L'enquête, qui était menée sur 5 États américains,
utilisait toutes les ressources du service de police de Washington County. On avait envoyé des détectives dans toutes les directions, à tous les relais routiers, principalement ceux de Roanoke, et les autres en Virginie jusqu'à Gainesville en Floride pour distribuer ces affiches sur lesquelles on faisait appel à l'aide du public. Les policiers espéraient que quelqu'un aurait aperçu Wanda en compagnie d'un camionneur, mais personne ne croyait l'avoir vue. Peu à peu, l'affaire cessa de progresser. Puis, moins d'un mois après le meurtre de Wanda Turner, on trouva le corps d'une autre femme près d'une autoroute à Greensboro, en Caroline du Nord. Les deux scènes de crime se ressemblaient étrangement. Une fois encore, la victime était partiellement habillée et son corps avait été écrasé par les roues d'un camion. Si le même meurtrier était à l'œuvre, il pourrait y avoir d'autres cas à venir. Il fallait donc agir vite. La police de Virginie enquêtait sur le meurtre de Wanda Jean Turner, âgée de 45 ans, quand on trouva un autre cadavre en Caroline du Nord. Cette victime avait été trouvée partiellement habillée. On avait abandonné son corps près d'une autoroute. Les deux scènes de crime présentaient tant de ressemblances que les enquêteurs étaient persuadés qu'un seul individu avait commis les deux meurtres. Le médecin légiste constata que cette victime avait été étranglée comme la première. On introduisit ses empreintes digitales dans la base de données nationale et tout comme la victime précédente, il y avait un dossier judiciaire à son nom pour un délit mineur. Elle fut identifiée comme étant Cindy Barclay, de Géorgie. On retraça les parents de Cindy. Ceux-ci déclarèrent que leur fille vivait en Floride et qu'elle ne les contactait que sporadiquement. La dernière fois qu'elle leur avait parlé, elle leur avait dit qu'elle devait rendre visite à de la parenté au Maryland. C'était environ 2 mois plus tôt. Elle les avait appelés d'un relais routier pour leur dire qu'elle se portait bien. Comme elle appelait rarement, personne ne s'était rendu compte de sa disparition. Il n'y avait aucune autre piste. Un mois plus tard, jour pour jour, à Kingsport, au Tennessee, on trouva une autre femme morte près d'une autoroute. Son cadavre se trouvait à moins de 50 km de celui de la première victime. Le détective Sheets n'avait pas l'ombre d'un doute sur le fait que ces meurtres étaient tous reliés les uns aux autres. Les scènes de crime se ressemblaient. La femme se trouvait près de l'autoroute et on avait abaissé son pantalon. On préleva les empreintes digitales de la victime. Elle s'appelait Tina Matson. Et comme les 2 autres victimes avant elle, elle avait été étranglée. Au laboratoire judiciaire de la Virginie, à Roanoke, les experts se penchèrent sur les rares indices qu'on leur avait apportés. Un reçu, un bout de papier et un sac de plastique. L'expert en dactyloscopie Andrew Johnson les examina, mais ne parvint pas à trouver d'empreinte sur le reçu ni sur le bout de papier. Il examina ensuite le sac de plastique trouvé sur la tête de la victime. Les empreintes prennent bien sur un sac de plastique. C'est une surface lisse et non poreuse. Si la personne qui y touche transpire le moindrement ou s'il y a un soupçon d'huile sur ses doigts, elle pourra y laisser des empreintes de très bonne qualité. Johnson plaça le sac dans une chambre hermétique. Il y mit ensuite un pot contenant du cyanoacrylate ou de la supercolle. Après avoir scellé la chambre, il chauffa le contenant jusqu'à ce que des vapeurs s'en échappent. En s'évaporant, la colle adhérerait aux empreintes huileuses qui apparaîtraient ensuite sous un éclairage spécial. Après 3 longs mois et autant de victimes, Andrew Johnson venait de découvrir ce qui, l'espérait-il, permettrait de résoudre l'enquête.
J'ai photographié l'empreinte obtenue et j'en ai fait un agrandissement de 5 fois la grandeur réelle. Ensuite, j'ai fait un calque des menus détails. J'ai reporté le tout sur un acétate. L'empreinte trouvée sur le sac de plastique fut envoyée à plusieurs services de police à travers le pays. Après plusieurs mois d'enquête au cours desquels on n'avait rien trouvé, les enquêteurs eurent enfin un coup de chance. Le suspect avait déjà été arrêté en Arkansas pour des délits mineurs quelques années plus tôt. L'empreinte était celle de Sean Goble d'Ashboro, en Caroline du Nord. L'enquêteur Sheets du service de police de Washington County avait toutes les raisons de croire qu'il s'agissait là du meurtrier. C'était un chauffeur de semi-remorque. On croyait donc que c'était notre homme. Le détective Kenneth Wilson se rendit en Caroline du Nord pour interroger le superviseur du suspect. Goble était en déplacement et devait rentrer sous peu. Le superviseur confirma que non seulement Goble était chauffeur d'un camion remorque, mais également que le véhicule était équipé d'un moteur Peterbilt. Les collègues de Goble n'arrivaient pas à croire que celui-ci était un tueur sans pitié. Dans tout le service, on connaissait Goble comme un homme calme et facile à vivre, mais solitaire. Il avait cependant une excellente réputation. Quand Goble se présenta à son superviseur, les détectives étaient là pour l'accueillir. Il n'a pas paru surpris. D'ailleurs, il n'a guère réagi. Mais quand on lui a annoncé qu'il était en état d'arrestation et pour quel motif, il a tout de même montré un certain étonnement. Goble nia être impliqué dans ces meurtres. Il déclara aux enquêteurs qu'il n'avait même jamais rencontré les victimes. On le garda en détention au service de police de Winston-Salem pendant que les enquêteurs fouillaient son camion. On y trouva un sac à main contenant le permis de conduire de la dernière victime, Tina Madsen. On y trouva également de nombreux cheveux. Et ce qui semblait être du sang. La police obtint un mandat de perquisition de la maison du suspect. Dans le placard de sa chambre à coucher, on fit une découverte troublante. Il y avait là plusieurs sacs à main, des chaussures et des sous-vêtements féminins, de même que d'autres effets personnels. Les enquêteurs croient que Goble gardait des souvenirs de chacune de ses victimes. Devant ces preuves accablantes, Sean Goble avoua enfin être l'auteur des 3 meurtres. Après nous avoir regardés pendant un moment, il a finalement reconnu que c'était bien lui qui avait commis ces meurtres. Son comportement a alors changé. Il est devenu très coopératif. Il semblait content que tout cela soit fini. Il était prêt à mettre ça derrière lui et à reprendre sa vie normale. Mais pour le détective Wilson, il ne partirait pas de sitôt. Goble raconta à la police ce qui était arrivé le soir où il avait fait monter Wanda à bord de son camion. Il approchait de la Virginie quand elle lui avait demandé de l'emmener avec lui. Il avait accepté. Puis il l'avait tué. Il avait ensuite mis un sac de plastique sur sa tête pour éviter que le sang de sa victime ne tache les sièges du camion. Ses aveux représentaient plus qu'il n'en fallait pour faire comparaître le meurtrier. Les aveux de Goble lui ont évité la peine de mort. Il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Les meurtriers savent comment attirer leurs victimes en gagnant leur confiance avant de commettre leur crime. Mais la criminalistique peut reconstituer leurs actes en assemblant les indices.
en constituent par le fait même les preuves qui les feront condamner.